Salut les gars. Nous sommes en 2044, et le monde sombre dans le chaos. Des conflits religieux éclatent partout, chaque groupe cherchant à dominer les autres. En gros, un prolongement logique de ce qu'était 2025 et les années qui ont suivi. Au milieu de cette crise, un influenceur nommé Fix Huntley propose une idée radicale. Et si chaque religion envoyait un représentant pour se battre dans un tournoi, et que la religion du vainqueur devenait celle du monde entier? Une façon étrange, mais supposée efficace, d'instaurer enfin la paix. Contre toute attente, les nations et les groupes religieux acceptent. Ce tournoi est baptisé la bataille pour la domination absolue. 20 ans plus tard, en 2064, un jeune combattant prometteur, Sean Bruno, s'entraîne dur sous la supervision de son coach Anton. Il s'apprête à participer au tournoi Wild Card, espérant atteindre les sommets. Son père adoptif, le docteur Bruno, suit de près ses constantes vitales, car Sean a tendance à s'évanouir sans raison. On soupçonne une étrange affection surnommée la pourriture du cerveau, causée par une surexposition au film de Tubi. Fix Huntley, désormais plus âgé, a du mal à croire que son idée folle ait été prise au sérieux. Il invite la professeure Amanda Harris à réfléchir à ce que deviendrait le monde si une religion gagnait vraiment. Le favori du tournoi est Amon Jones, un pansanite, une religion apocalyptique qui croit que le monde finira en 2111. Leur société rejette le progrès et vit comme au Moyen-Âge. Le deuxième au classement est Nizé Haddad, un Dachafari, dont la religion interdit Noël. Un monde sans la saison de Maria Carey? Une hérésie pour certains. En troisième position, Mestre Ganto Santo, un céleste qui ne célèbre ni Ramadan ni Hanouka. Tous trois ont balayé leurs adversaires pour arriver au sommet. Amanda félicite Fix Huntley, grâce à son tournoi, le monde ne s'est pas encore autodétruit. À la veille du tournoi Wild Card, Sean, Anton et le docteur Bruno se rendent au stade Shalom. Mais dans le train, Sean s'évanouit à nouveau. Incapables de le réveiller, ils font croire qu'il dort à cause des caméras de surveillance. Il reprend conscience juste avant l'arrêt final. Le stade est bondé. L'hôte, Salon, accueille les participants avec faste et présente même une célébrité, Frankie Grande. Les combattants Wild Card n'ont pas encore de classement, mais s'ils gagnent, ils affronteront le top 50. Lors du tirage, Sean affronte rapidement tous ses adversaires sans difficulté. Les combats sont étonnamment homoérotiques, ce qui ravit Salon. Une journaliste, Claudia, note que Sean bat déjà des records. Le plus grand nombre de victoires en un minimum de temps, sans jamais mettre ses adversaires KO, il les pousse à abandonner. Sean représente l'IHS, l'Institut d'humanisme et de science. Ils ne sont pas religieux, d'où le clin d'œil à Carl Sagan dans son nom, Carl Sean. Cela intrigue Salon, qui demande à ce que Sean soit étroitement surveillé. Anton révèle que le docteur Bruno et le conseil d'administration ont engagé une PPO, agent de protection personnelle, pour Sean. Le stade est ultra sécurisé, mais seuls les 50 meilleurs ont généralement droit à une telle protection. Or, 8 combattants ont déjà été tués depuis le début du tournoi, alors mieux vaut prévenir. Grâce à ses performances, Sean devient rapidement une célébrité. Le commandant Zimmer, responsable militaire du tournoi, s'interroge, pourquoi l'IHS n'avait-il jamais envoyé de représentants auparavant? Son assistant, Nigel, explique que les membres de l'IHS sont des scientifiques, pas des guerriers, ils ont donc passé 20 ans à concevoir leur candidat parfait. Sean est le fruit de l'union entre le sperme d'un superathlète et l'embryon d'un génie. Zimmer, profondément religieuse, refuse l'idée qu'un combattant athée remporte le tournoi. Elle ordonne donc à Nigel de saboter les chances de Sean. Son prochain adversaire est Sami Oda, un ami proche du deuxième du classement, Nazar. Sami se montre extrêmement résistant, refusant d'abandonner, même pris dans une clé dangereuse. Soudain, Sean s'évanouit de nouveau, mais revient à lui dans un état étrange. Il murmure alors quelque chose à Sami, qui abandonne aussitôt. Personne ne sait ce qu'il a dit. Salon, curieux, ordonne à Claudia d'enquêter sur Sean. Peu après, Nia Olinga, l'agente de liaison de Sean, se manifeste. Elle avertit Sean, son ascension rapide attire l'attention, et les menace. Désormais, sa sécurité est en jeu. Selon le règlement, chaque combattant doit traverser la ligne de presse pour rejoindre son hôtel. Ils n'ont pas le droit de se soustraire à cette obligation, sous peine de disqualification. Autrement dit, même en danger, Sean devra marcher à découvert. La mère de Sean, la professeure Sitara Bruno, attend dans une pièce. Sajan lui a demandé un entretien privé. Lorsque Nia interroge Anton à ce sujet, il lui révèle que Sitara n'a jamais vraiment accordé d'attention à Sean, même lorsqu'il était enfant, ce qui a profondément abîmé leur relation. Il ajoute que l'IHS avait demandé à Sitara de devenir donneuse d'ovules, car elle était une ancienne championne du monde de gymnastique et bénéficiaire d'une bourse prestigieuse. Elle avait refusé, alors l'IHS s'est tourné vers son mari, le docteur Bruno, en lui proposant de diriger l'ensemble du projet, ce qui a facilité l'accord de Sitara. Le donneur de sperme, en revanche, reste anonyme. Alors que Sean se dirige vers l'arène, Sitara partage avec le docteur Bruno une confidence que Sean lui a faite, ignorant que Claudia écoute en secret. Il s'avère que Sean fait seulement semblant d'aller bien. Il agit ainsi car il ne veut pas admettre ce qu'il vit réellement. Apparemment, quelqu'un lui parle, et il est convaincu qu'il s'agit de Dieu. Salon veut rendre cette histoire publique, malgré les mises en garde de Claudia, qui rappelle qu'il s'agit d'un échange confidentiel avec une psychiatre.
Salon publie donc l'histoire en faisant croire qu'elle provient d'un autre média. Pendant ce temps, Nia emmène Sean à l'arène avec l'aide de son ami Steph. Il y a des tensions sexuelles évidentes entre Steph et Nia, qui semblent très proches. Sean affronte un nouvel adversaire et cette fois, il est prêt. Lorsque son adversaire perd, M. Big Bakri continue de se battre, mais Sean l'arrête calmement en lui serrant les joues. La révélation selon laquelle il entend Dieu se répand en ligne et provoque des moqueries, mais Sean reste impassible. Lui et Nia s'entraînent ensemble, et leur complicité est palpable. Anton comprend alors que Sean est amoureux de Nia et lui révèle qu'elle a choisi d'être sa peau malgré les nombreuses propositions reçues d'autres groupes. Ils sont tous les deux surpris de voir Sitara entrer dans l'arène, car c'est la première fois qu'elle assiste à l'un des combats de son fils. Sean comprend qu'elle se sent coupable de la fuite audio, mais il ne lui en veut pas. Le combattant classé 23e, Freddy Alvarez, se porte volontaire pour affronter Sean à la place de l'adversaire initial. Le combat entre eux est intense et empreint d'une tension presque sensuelle. Sean remporte le combat, Alvarez descend à la 46e place, et Sean reste solide. De nombreux spectateurs noirs sont venus le soutenir. Il ne lui reste plus qu'un combat avant la finale. Mais un homme tente soudain de le poignarder. Heureusement, la frêle mais rapide Nia intervient juste à temps pour neutraliser l'assaillant et appelle immédiatement du renfort. L'homme se révèle être un Urioni convaincu que Sean est le diable. Le docteur Bruno souhaite porter plainte contre l'administration, mais Steph explique que rien n'est confidentiel dans le stade Shalom. La commandante Zimmer, à court d'options, rend alors visite à Amon, le combattant classé numéro 1. Elle lui dit qu'un homme sans Dieu ne peut devenir champion, et qu'il doit battre Sean. Après son combat contre Sean, Alvarez reconnaît que ce dernier aurait pu le vaincre bien plus tôt, tant il était puissant. Mais Zimmer ne veut rien entendre. Les gens commencent déjà à se renseigner sur l'humanisme en ligne grâce à Sean. Zimmer craint que s'il atteint la finale, il devienne impossible de le faire taire. Même les combattants classés 2 et 3, Nizar et Mestri, parlent de Sean. Mestri pense que Sean est un genre de prophète luttant contre le mal, ce qui expliquerait pourquoi tout le monde veut le voir mourir. Nizar n'est pas d'accord mais reste curieux de voir si Amon remportera le combat. Mestri, lui, reste serein. Le film devient de plus en plus captivant. Nia révèle que Sean a un QI de 182, parle plusieurs langues et possède une mémoire photographique, mais il ne s'en vante pas car il sait qu'il a été génétiquement modifié. Zimmer, toujours déterminé, ordonne au capitaine Davis d'appliquer le code 16, qui permet l'usage de la force contre toute personne perçue comme une menace pour la sécurité internationale. Elle insiste sur le fait que Sean doit être éliminé pour préserver la paix. Avant le combat, elle fait livrer une note à Nigel. Celui-ci chuchote un message à Amon, puis le duel commence. Amon serre la main de Sean, mais celui-ci entre dans une sorte de transe, ce qui donne à Amon l'occasion d'attaquer. Ce n'est que lorsque Sean se réveille qu'il parvient à se défendre. C'est alors qu'un agent de sécurité tente de le neutraliser avec une flèche, mais Sean la rattrape à temps et finit par faire abandonner Amon. Après cet événement, les parents de Sean veulent qu'il abandonne, mais il leur rappelle qu'il a été conçu dans l'unique but de remporter ce tournoi, et qu'il ne renoncera pas. C'est alors que Sitara lui avoue que si elle a toujours été distante, c'est parce qu'elle avait honte d'avoir conçu un enfant pour qu'il se batte, même très jeune. Sean la prend dans ses bras pour lui montrer qu'il ne lui en veut pas. L'incident provoque un tollé. Après cette tentative d'assassinat, le capitaine Davis se retrouve convoqué devant un comité d'enquête. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Steph raconte une histoire à Sean. Plus tard, Nia lui explique que cette histoire était en réalité un message codé, car ils savent qu'ils sont surveillés. Dans la soirée, Nia explique que tous les groupes participants au tournoi doivent soumettre un manifeste détaillant à quoi ressemblerait le monde sous leur autorité. Elle révèle que seul l'IHS permettrait la pratique de différentes religions même en cas de victoire. Aucun groupe religieux ne serait exempté d'impôts et la religion ne serait pas enseignée dans les écoles, mais resterait libre en privé. Même si Nia croit en Dieu, elle a choisi l'IHS parce qu'il repose sur l'humanité. Mestri et Nizar veulent aider Sean et demandent à leurs agents d'enquêter. Le lendemain matin, Sean est ravi d'apprendre que Joe Rogan lui a proposé une interview. Juste avant que Sean ne se rende au stade, Nia découvre la présence de tireurs d'élite prêts à l'abattre. Mais à l'hôtel, Mestri et Nizar lui proposent leur protection, conscients du danger imminent. À cause de cette menace, une délégation menée par le général Uda ordonne à Zimmer de suspendre les attaques. Le groupe quitte alors l'hôtel en utilisant des miroirs réfléchissants pour déjouer les tirs. Zimmer refuse de reculer. Selon elle, Sean, autrefois perçu comme un combattant athée, est devenu une carte sauvage. Il aurait avoué entendre Dieu dans un enregistrement audio, et désormais, certains combattants le considèrent comme un prophète. Zimmer est persuadé qu'il manipule tout le monde, mais la délégation lui rappelle qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sur une simple intuition. Elle est donc contrainte d'annuler l'assassinat. Plus tard, Nzar déclare à un journaliste qu'ils n'ont protégé Sean que pour pouvoir le combattre eux-mêmes. Nzar veut prouver que Sean n'est qu'un homme, pas un prophète. Mestri est le premier à l'affronter. Le général Uda affirme qu'il n'y a jamais eu de conspiration, puis traite Zimmer de Dark Karen en arabe, ce qui est ironique, car elle parle couramment cette langue. Uda, elle, reste suspecte, tout le monde sait qu'elle cache quelque chose. Le combat entre Mestri et Sean est brutal. Mestri exécute des mouvements de capoeira, mais Sean tient bon. Il continue de gagner, même lorsque sa cage thoracique droite se fracture. Il refuse d'abandonner.
Plus tard, seul dans une pièce, il murmure, « Est-ce vraiment Dieu qui me parle? J'ai besoin de toi maintenant. » Le prochain adversaire est Nzar. Il sait que Sean souffre, mais cela ne l'arrête pas. Le combat est intense, et Nzar semble prendre l'avantage, jusqu'à ce que Sean renverse la situation et l'emporte. Alors que tout le monde célèbre sa victoire, Fix Huntley se connecte en ligne pour le féliciter, mais soudain, son image se coupe. Le capitaine Davis annonce qu'un attentat terroriste a visé Fix pour tenter de le tuer. Le lendemain, Fix interviewe Sean, il est sain et sauf. Il révèle que son studio a explosé, mais qu'il n'y était pas. Il avait diffusé une vidéo préenregistrée. Il est convaincu que Sean savait ce qui allait se passer, c'est pourquoi il a insisté pour reporter l'interview au lendemain. Ce simple choix lui a sauvé la vie. Mais Sean n'a aucune explication. Fix, qui pense malgré tout que Sean entend une voix, décide de ne plus le questionner. Était-ce vraiment Dieu? Le film se termine là-dessus. Personnellement, j'ai adoré ce film. Un rappel puissant, chacun devrait pouvoir croire en ce qu'il veut, tant que cela ne nuit à personne d'autre. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche, YouTube ne recommande plus mes vidéos. Et si vous voulez voir encore plus de contenu déjanté, cliquez ici ou ici.